Dans cette séance, je vous propose l'agenda suivant. On va d'abord, dans un premier temps, pourquoi il est important de chiffrer vos données et pourquoi et comment Keyvolt peut nous aider à ce niveau-là. On va voir bien sûr en détail qu'est-ce que c'est que Azure Key Vault, quels sont les différents types, quelles sont les caractéristiques. On va bien sûr aussi aborder le déploiement, l'utilisation, et puis avoir donné quelques conseils sur les bonnes pratiques pour sa mise en œuvre, ou leur mise en œuvre. Et pour finir, on illustrera des cas concrets de l'utilisation d'Azure Key Vault à travers des démonstrations pour ces histoires de chiffrement de données. Alors, pourquoi il est si important de parler de chiffrement des données et de Azure Key Vault? Alors, bon, bien sûr, on sait que les données, je le répète depuis des années en étant bien impliqué dans la business intelligence et travailler beaucoup avec les données font partie intégrante de la richesse d'une entreprise, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'établi. Sans données, une entreprise est perdue. Et ces données contiennent bien souvent des informations sensibles, voire très sensibles et personnelles. Donc, dans le monde de la santé, on voit bien, et puis quand on regarde un peu les attaques qui se passent au niveau le monde de la santé, les entreprises liées à la santé sont fortement attaquées hein, pour avoir des données patients et des données personnelles. Mais bon, il ne faut pas oublier que dans les entreprises, on a beaucoup de données clientes qui sont énormément aussi détaillées et sensibles. Et ne pas oublier aussi les employés, les données employées, les données employées que toutes les entreprises ont et qui ont des informations vraiment personnelles aussi. L'émergence des structures cloud font émerger un problème, c'est qu'on perd un peu le contrôle de savoir où sont les données, où elles sont stockées et par où elles transitent. Et donc, c'est un risque vraiment potentiel qu'on a d'exposer toutes ces informations de l'entreprise, de nos entreprises à la vue de tout le monde. Donc, je dirais que c'est un devoir de l'entreprise de se prémunir afin d'éviter que ces données soient interceptées pour des raisons frauduleuses hein, ou par erreur, ou aussi, il ne faut pas oublier, falsifiées des fois, hein. Alors, le chiffrement, justement, les techniques de chiffrement des données vont consister à transformer ces informations pour les rendre illisibles pour les personnes qui ne sont pas censées les recevoir et les avoir et les posséder. Et aussi s'assurer, comme je l'ai dit, qu'elles ne soient pas altérées et changées. Donc ça, c'est aussi un des buts du chiffrement. Alors, le chiffrement des données, je tiens à préciser, ne remplace pas les contrôles d'accessibilité, qui restent toujours le premier rempart pour les protéger, hein. Donc, tout ce qui est groupe de sécurité, gestion des utilisateurs, des identités, création de rôles, etc., pour aussi autoriser les appareils à accéder aux informations, les règles de firewall qu'on met en place, tout ça, ça reste, je dirais, primordial et c'est la première protection de vos données. Par contre, le chiffrement va représenter une seconde barrière de sécurité pour éviter que celle-ci ne tombe de façon lisible entre les mains de personnes qui ne sont soit mal intentionnées ou juste par erreur. On va chiffrer les informations dans leurs deux états principaux. Ben, le stockage, quand on dit euh, la position at-rest, hein, c'est-à-dire au niveau du lieu de stockage, donc sur les disques, et quand elle transite lors de la communication du point de stockage jusqu'à l'application, de l'application jusqu'à l'utilisateur, d'un utilisateur jusqu'à un autre utilisateur, etc. Il faut s'assurer que l'information ne soit pas lisible. On va se prémunir donc essentiellement avec le chiffrement contre les brèches de sécurité, hein. Que ce soit physique, hein, par des vols de disques, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Les disques peuvent être volés, des serveurs peuvent être volés, des laptops aussi. Donc, il est important que les données ne puissent pas être décryptées et puis facilement lisibles par des personnes mal intentionnées.
Les lectures, bien sûr, des réseaux qui se font par des hackers qui font du sniffing sur les réseaux. Et donc, à ce niveau-là, il faut aussi s'assurer que ben, ils ne puissent pas lire les informations en clair lorsqu'elles sont communiquées. Et bien sûr, s'assurer, se prémunir contre les erreurs. Hein, l'erreur est humaine. Donc, les brèches d'accessibilité, on a souvent déjà vu ça au niveau des entreprises. Donc, aussi, là, ça permet de se prémunir contre ce genre d'effet. Alors, si on en revient à Azure, et si on regarde la documentation que Microsoft fournit, elle spécifie bien que ben, les données sont cryptées par défaut lors du stockage et lors du transit. Si on regarde la documentation, Microsoft spécifie qu'ils appliquent donc des clés de chiffrement 256 bits AES qui suivent une norme de sécurité FIPS 140-2 pour le stockage. Et puis pour tout ce qui est la communication, ils vont appliquer des protocoles TLS ou IPsec suivant ce qui est utilisé au niveau de la communication. Donc, ils suivent déjà des standards. Alors, vous me direz, mais pourquoi en faire plus, puisque Microsoft fait déjà ce qu'il faut? Ben, je dirais il y a deux raisons à ça. C'est que, ben, dans un premier temps, vous n'êtes pas détenteur des clés. C'est Microsoft qui les détient. Ils vont utiliser leur propre stockage de clés, leur propre key store de clés, et vous n'avez pas accès à ces clés. Donc, vous pouvez aussi penser que si quelqu'un vole les disques dans les data centers de Microsoft, ils ont peut-être aussi accès aux clés, donc ils pourront accéder à vos données. Le deuxième problème, c'est que certaines applications ou secteurs d'activité nécessitent aussi d'être conformes à certains standards de sécurité qui sont plus drastiques que FIPS 140-2, qui est le standard utilisé par défaut par Microsoft. Et donc, on se rendra compte qu'effectivement, que ce standard proposé par Microsoft ne suffira pas pour ces applications-là ou pour votre secteur d'activité. Et c'est justement là, et c'est pour ces raisons-là que Azure Key Vault pourra nous être utile et va nous être utile pour résoudre ces deux problèmes. Alors, on va étudier maintenant plus en détail ce qu'est Keyvault. Hein. Alors, Keyvault, c'est une solution simplement de gestion des clés ou de secrets. Hein. Les secrets, c'est les mots de passe ou des certificats. Donc, tout ce qui permet de protéger, je dirais, le verrouillage, le déverrouillage des informations ou d'accéder aussi à des applications ou à des fichiers, des choses comme ça, ou à des services. Tout ça va être protégé par votre Key Vault. Azure Key Vault permet vraiment de protéger ces éléments-là pour que les applications ou les personnes n'aient pas un accès direct et clair à ces éléments-là, à ces clés, à ces mots de passe, etc. Donc, ça va cacher ces informations-là pour pouvoir les utiliser. Alors, le Azure Key Vault au niveau des protections et de l'administration, au niveau de la sécurité, va se gérer à deux niveaux, le management plane et le data plane. Le management plane sera fait pour gérer, je dirais, l'administration du Key Vault, savoir qui c'est qui a le droit d'en créer, d'en effacer, qui c'est qui a le droit d'accéder aux propriétés du Key Vault, qui c'est qui a le droit de donner les droits à d'autres personnes sur ces Key Vault, et d'un deuxième niveau qui est le data plane qui va gérer le contenu du Key Vault. Donc, qui c'est qui pourra ajouter des clés, ajouter des mots de passe, qui c'est qui pourra les supprimer, qui c'est qui pourra les modifier. Donc, on a vraiment deux niveaux de sécurité. La gestion la gestion, je dirais, plus physique ou d'infrastructure du Key Vault, et une deuxième notion qui est le contenu. Donc, comme bien que le webinaire là, soit orienté sur le chiffrement des données sur l'utilisation du Key Vault pour ce but-là, on va pouvoir, et vous verrez aussi souvent le Key Vault utilisé pour la gestion des secrets, des certificats. Donc, tout ce qui est géré
pour, par exemple, les applications web, au lieu d'avoir des fichiers en clair avec des mots de passe dedans et des clés d'accès dedans, ben, il faut le gérer aussi avec des key vaults. Maintenant, regardons un peu le type de key vault qui peut exister. Alors, on va voir deux types essentiellement de key vault. On va avoir une notion de key vault purement logiciel et une autre notion de key vault, je dirais purement. Alors, il faut que je déplace ma petite fenêtre là, sinon je ne peux pas gérer mes graphiques. Voilà, donc mais des key vault hardware. Donc, on rencontrera souvent le terme HSM, qui est Hardware Security Module, pour parler des key vault qui sont purement donc hardware, hein, donc matériel. On ne gérera pas les mêmes choses suivant que ce soit des key vault logiciels ou matériels. Donc essentiellement, pour les key vault logiciels, on va pouvoir gérer à peu près tous les types d'objets qui sont donc les mots de passe, les certificats et les clés. Par contre, les HSM, les hardware, on va gérer essentiellement des clés, à part pour le dedicated HSM qui pourra aussi gérer des certificats dans certains cas. Alors, à savoir que uniquement les trois premiers types de HSM qui sont standard, premium, manage HSM vont pouvoir être commandés en ligne, soit par code, soit sur le portail. Les deux autres, Dedicated et Payment HSM, auront des key vault où il faudra adresser la demande à Microsoft. Au niveau, si on regarde maintenant au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qui va nous donner qu'est-ce qui va être primordial de regarder pour décider du type de FSM qu'on veut utiliser? C'est essentiellement euh, la compliance, donc la conformité aux standards de sécurité qu'on veut appliquer. Si on veut utiliser des paiements par carte de crédit, par exemple, on sera obligé d'utiliser un Azure Payment HSM qui correspond qui répond à une norme PCI PIN. Et les autres ne peuvent pas être conformes à ce standard de sécurité. Donc, ce qui est aussi important de considérer, c'est et ça ce sera souvent demandé pour une accréditation ou pour certains audits de sécurité, qui c'est qui est souverain de la clé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On ne pourra pas garantir la souveraineté, donc garantir que vous êtes les seuls à accéder aux clés de chiffrement si vous utilisez du standard ou du premium. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, il faudra passer sur sur les autres types de HSM. Donc, voilà. Oui, bon, ce qui donne vraiment la souveraineté aussi des clés, c'est là, si on regarde qui c'est qui est administrateur du système, on voit bien que pour le standard le premium, Microsoft reste administrateur du système, donc ils ont potentiellement accès aux clés que vous mettez dans vos key vault, ce qui n'est pas le cas pour les autres HSM purement matériels. Si on parle de la tarification, donc c'est aussi important de savoir un peu combien ça coûte. Tout ce qui est logiciel, on va essentiellement avoir des tarifications par transaction. On va avoir une tarification aussi pour renouveler les certificats. Si on adhère à ça, il y a des possibilités de renouveler de façon automatiquement par rapport à certains organismes les certificats. Donc là, il y aura des coûts aussi qui vont s'appliquer. Ou alors, si on met des rotations de clés. Alors, il y a des choses qui sont possibles. Par exemple, c'est possible par rapport à un Azure Storage Account. On peut faire des rotations automatiques des clés et il y aura des coûts qui vont s'appliquer aussi. On va s'apercevoir aussi que au niveau de la tarification pour des clés de chiffrement, ben, on a une différence. Si c'est des clés simples, où on va avoir un prix, si c'est des clés un peu plus compliquées, on va avoir un autre tarif qui va s'appliquer. Si on utilise la partie hardware sur le Key Vault Premium, on aura des coûts encore supplémentaires pour le stockage par clé par mois, en plus des transactions.
Et en fonction de la complexité des clés, ben, on va se retrouver avec des tarifs un peu plus élevés aussi. Donc faites attention à ça. Ça peut être un peu coûteux si on commence à stocker des clés et beaucoup de clés au niveau du premium et au niveau euh, du HSM premium. Si on considère maintenant les keyvolt hardware, on n'aura plus de tarification par transaction, mais par heure. Alors, si on voit pour le manage HSM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul qu'on pourra déployer en ligne et par nous-mêmes. Il y a un tarif qui est quand même de 2 francs 89 par heure. Donc faites attention. Alors attention, je le répéterai tout à l'heure, quand on parlera de rétention, il y a un impact sur la tarification de ce manage HSM pendant la période de rétention. Donc j'y reviendrai tout à l'heure encore. Alors, Microsoft fournit une aide à la décision. Donc, en fonction, il y a un petit bac qui permet de prendre la décision en fonction de vos exigences de compatibilité, des standards de sécurité que vous devez respecter. Donc, ça vous guidera pour choisir le key vault qui est le mieux adapté à vos besoins. Pour vous donner une petite idée comment se passe l'installation et la gestion d'un dedicated HSM ou d'un payment HSM, là j'ai pris l'exemple d'un payment HSM, comme j'ai dit, on ne peut pas les commander en ligne, il va falloir passer par le support Microsoft, et donc vous allez faire la demande pour avoir par exemple un payment HSM, et ils vont donc installé dans un data center dédié au HSM, qui est hautement sécurisé, ou installer un hardware. Ils vont s'assurer que votre hardware sera euh, relié à votre réseau, il sera possible de communiquer avec ce hardware par rapport à vos applications et par rapport à votre réseau interne. Et dans ce cas-là, il travaille beaucoup avec Thales pour un payment HSM, par exemple. Thales va vous fournir à vous et uniquement à vous des modules pour vous connecter sur ce HSM qui est installé dans les data centers de Microsoft, avec des modules hautement sécurisés qui permettent de vous donner des codes d'accès et à travers une application spécifique qui sécurise la communication entre vous et le HSM. Et le constructeur, donc dans ce cas-là, Thales, va vous garantir que vous êtes les seuls à avoir les accès exclusifs sur la gestion et le contenu de votre HSM. En plus, ces modules-là sont protégés physiquement, donc contre toute attaque physique. Si on essaye d'ouvrir le HSM, le constructeur donc garantit aussi que le contenu sera détruit s'il est forcé. Voilà, chapitre suivant, ça va être dédié donc à la mise en œuvre et au déploiement de l'utilisation des keyvolts. Alors, bon, je répète encore une fois, il n'y a qu'uniquement le standard, le premium ou le manage HSM qu'on peut commander et installer et déployer en ligne. Payment HSM, Dedicated HSM, il faudra contacter Microsoft. Alors, première chose à définir aussi, quand on déploie un HSM, c'est de définir le niveau de sécurité ou le type de sécurité qu'on veut mettre en place. Alors, vous rappelez, j'en ai parlé du management plane et du data plane. Le management plane sera obligatoirement du airbag, donc du role-based access control. On n'a pas le choix, donc ce n'est pas demandé. Par contre, pour tout ce qui est data plane, on a deux modes possibles. Le Azure Access Control, aussi l'airbag qui est recommandé puisqu'il va vous permettre de définir un niveau de sécurité beaucoup plus fin au niveau de votre contenu du key vault. On pourra définir vraiment des règles de sécurité par élément à l'intérieur du key vault, qui ne sera pas le cas avec un Vault Access Policy, qui est plus ou moins l'ancienne méthode de sécurisation du key vault.
Il y a aussi trois possibilités pour utiliser votre Key Vault. Si on veut l'utiliser pour faire du déploiement de machines virtuelles, pour faire du déploiement de ressources avec ARM, et aussi si on veut l'utiliser aussi pour faire le chiffrement des disques. Donc ça, va falloir le spécifier euh, aussi pour savoir que, si le que le Key Vault va être utilisé à ces fins-là. Alors, pas la peine de préciser, mais je le répète quand même, c'est que Archivolt va contenir des éléments de sécurité vraiment importants. Donc, évitez de mettre un accès public à votre Keyvolt, restreignez et contraignez au maximum les accès. Préconisez aussi d'utiliser des private endpoints qui vont favoriser, optimiser le- la communication, qui va utiliser le backbone de Microsoft pour communiquer entre votre réseau, votre infraréseau et puis le Key Vault, donc qui ne passera pas par les accès publics au niveau réseau. Donc, par contre, ça a un effet un peu négatif, on le verra aussi tout à l'heure. Alors, tous ces éléments-là, on peut aussi le configurer post-création, hein, c'est-à-dire on peut créer, on n'est pas obligé de les mettre en place tout de suite, on peut les adapter, les changer après la création du Key Vault, ce qui peut être pratique si on veut changer un peu l'utilisation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de rétention. Là, par défaut, les key vaults sont en soft delete, c'est-à-dire que si vous faites une suppression de clés ou si vous supprimez vos clés, elles ne seront pas supprimées définitivement, elles seront supprimées de façon logique pendant la période de rétention que vous allez définir. Alors, la période de rétention va être définie entre 7 et 90 jours, hein, 7 étant le minimum, 90 étant le maximum. Et alors, je vous ai parlé du Manage HSM, donc le hardware, enfin le HSM matériel qu'on peut déployer en ligne et qui a une facturation, si vous vous rappelez bien, par heure. Ça comprend la période de rétention. Si vous mettez 7 jours, ça va vous coûter, vous voulez le tester juste pour un jour et vous le supprimez dans la soirée, bah, il vous coûtera un minimum 7 jours plus un jour. Donc, pendant les 7 jours de rétention, il sera facturé. Si vous mettez 90 jours, vous aurez une facture un peu salée. Méfiez-vous parce que je sais que ça est déjà arrivé à certaines personnes, donc je vous mets en garde par rapport à ça. La Purge Protection, ça va vous permettre, et elle sera obligatoire dans certains cas d'utilisation du Key Vault. Par exemple, si vous voulez l'utiliser pour faire du chiffrage de disque, cette option sera obligatoire. Vous ne pourrez pas l'utiliser sinon dans ce but-là. Cela permet de dire, si jamais vous supprimez votre Key Vault, Microsoft sera en mesure de le restaurer pendant la période de rétention que vous avez définie. Donc c'est une sécurité en fait. Une autre bonne pratique qui est très importante, c'est de ne pas centraliser tous vos passeports, vos clés, vos certificats dans un même Key Vault. On va essayer et on préconise vraiment de faire une ségrégation par environnement, par application. Et d'avoir des key vaults dédiés pour certaines fonctionnalités et accessibilité. Cela permettra une sécurisation plus importante de vos key vaults en limitant les accès au strict nécessaire. C'est-à-dire, ben là, si par exemple on va mettre en place un key vault pour l'application 1, ben, si on a un groupe, des développeurs qui doivent avoir accès au key vault pour une certaine flexibilité, ben, on mettra un key vault dédié dans ce but-là. Et puis mettre un autre key vault pour la production où les développeurs et un nombre restreint de personnes aient accès à ces clés. Ça vous permet aussi de décentraliser la gestion de vos key vaults et de ne pas avoir un groupe de personnes qui a accès à toutes les clés, mais de répartir un peu les responsabilités des clés et éviter qu'un groupe de personnes uniques a accès à toutes les clés essentielles d'une entreprise. Mettre par exemple aussi un key vault dédié pour le cryptage des disques ou avoir un autre key vault qui va gérer les certificats ou les certificats pour les signatures ou pour les faire pour certifier les codes, par exemple.
Voilà. Alors, au niveau de la disponibilité et de la redondance, alors Microsoft garantit une disponibilité de 99,99% pour le standard et le premium, hein, c'est par défaut, puisque alors ça c'est si vous créez vos key vaults dans une région qui est pairée, donc généralement la majorité des régions le sont, à part quelques exceptions, mais généralement c'est le cas. Donc vous aurez une redondance dans la région pairée. Donc si jamais une région, par exemple Switzerland Nord tombe, le relais sera pris par Switzerland West. Alors, je vous ai parlé des private links ou des private endpoints qu'il est conseillé de mettre en place. Là, Microsoft notifie que s'il n'y a jamais un basculement vers une autre région, ça peut mettre jusqu'à 20 minutes pour rétablir la connexion. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais, c'est pour les l'application avec haute disponibilité, il faudra voir si éventuellement il faut mettre ça en place ou pas. Ça peut avoir un impact. Pour ce qui est des managed HSM, la haute disponibilité, ben, elle va être, va falloir la mettre en place manuellement. On peut le faire que uniquement par code. On a une fonction pour ça. Où on va rajouter une région. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, vous allez avoir deux HSM, votre primaire, votre secondaire. Le traffic manager va réorienter le trafic de façon assez intelligente puisqu'il va quand même, en fonction de vos applications, préconiser le HSM qui est le plus proche. Et par contre, si jamais il y a une région qui tombe, ben, il va rediriger le trafic vers le deuxième. Attention au coût. Bien sûr, vous allez être facturé deux fois, puisque c'est au coût horaire, hein, je le répète, pour le manage HSM, donc ça peut avoir un, un impact assez important sur vos coûts. Alors, pas la peine de le dire, mais je le dis quand même, les backups sont importants. Quelques notions à connaître sur les backups des key vaults. On ne peut pas faire un backup complet d'un key vault. On va backuper les éléments individuellement. Donc, si vous avez 500 secrets et puis 500 clés, par exemple, vous allez devoir faire 1000 instructions de backup sur chacun des éléments. À savoir aussi une restriction, on ne peut pas plus faire de backup d'un élément qui a plus de 500 versions. Et les versions, on ne peut pas les supprimer. On peut supprimer des éléments entièrement avec toutes les versions qu'ils ont. Par contre, on ne peut pas supprimer les versions. On peut en ajouter, mais pas en supprimer. Donc, si vous faites des rotations de clés, par exemple, tous les jours, au bout d'un an et demi, vous ne pourrez plus faire de backup de cet élément-là. Bon, par contre, oui, on ne fait pas des backups, enfin des changements de clés peut-être aussi fréquemment. Donc ça, c'est à voir, mais c'est une limitation à connaître. Et le restore ne peut se faire que dans la même subscription et dans la même géographie, dans la même zone géographique, hein, dans la même région ou la région pérée. Au niveau du logging, bien sûr, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sur un key vault, puisque c'est des éléments de sécurité. Donc, je conseille fortement de mettre ça en place. Et je montrerai au niveau des démos un peu comment ça se passe et comment on le met en place et ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc juste un slide pour récapituler ce qu'on a dit. Juste un élément que je n'ai pas précisé, mais il est fortement aussi conseillé d'utiliser des managed identity, de ne pas donner accès au key vault à des personnes ou à des ressources directement, mais passer par des managed identity. On le verra aussi pendant les ressources, comment ça se passe. Voilà, il est temps de passer à la démo. Alors, dans un premier temps, déjà, comment ça se passe par défaut chez Microsoft si on parle du chiffrement des disques? On va voir que par défaut, ce qu'on va retrouver comme terminologie, c'est le PMK, le Platform Management Key. Donc, quand Microsoft fait un chiffrage avec la solution standard, ils vont utiliser leur key store et ils vont stocker la key encryption key, hein, c'est comme ça que ça s'appelle,
pour protéger la disk encryption key, ce qui est utilisé pour le cryptage des disques. Ils vont le stocker chez eux et vous n'avez pas accès à cette information, à ces clés. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est bypasser ce principe-là et on va mettre notre propre key vault et on va parler dans ce cas-là du Customer Management Key qu'on va mettre dans notre key vault. Et c'est notre key vault qui va donc contenir et maintenir la Key Encryption Key. Donc à ce niveau-là, notre Key Encryption Key va être utilisé par la Disk Encryption Key. Et pour cela, on va mettre en œuvre un élément qui s'appelle un Disk Encryption Set, qui permet de relier en fait, de contenir les disques, enfin de lui relier les disques de nos machines virtuelles pour dire en fait tu vas utiliser notre Key Vault pour faire le chiffrement. À savoir que tout ça, dans ce cas-là, il faut qu'on soit dans la même région Azure pour que ça fonctionne. Alors, si je passe au niveau de mon portail Azure, j'ai donc créé un Key Vault qui est ici. Voilà, on va l'ouvrir. J'ai créé également mon Disk Encryption Set qui est ici. Donc, si je vais voir les caractéristiques de mon Disk Encryption Set, ça met un peu de temps pour s'ouvrir. Le soir, Azure est toujours un peu plus lent. Des États-Unis se réveillent. Donc, on va voir, ouais, mon Key Vault, lui, il est déjà réveillé. Alors, dans mon Key Vault, j'ai mis une clé que j'ai appelée KDE VM01 que je vais utiliser pour mon chiffrement de disque. Et on va voir que dans cette clé, on a, pour l'instant, moi, j'ai qu'une seule version. Et c'est cette version-là qu'on va utiliser. Donc, si je vais voir au niveau de la clé, donc ça, c'est dans mon Disk Encryption Set. Je vais donc avoir ma clé que j'ai définie pour cet élément-là. Donc, je vais lui préciser dans quel key vault je me trouve, quelle clé je vais utiliser et quelle version aussi je vais utiliser. Et si je regarde au niveau des ressources, là, j'ai déjà préparé les choses au niveau de ma machine virtuelle. J'ai déjà lié mes disques et donc dans les ressources, on va voir quelles sont les ressources qui sont liées directement à ce disk encryption set. Ce qu'on va voir maintenant au niveau de la VM en elle-même, ici. Il y a également du temps pour s'ouvrir. Bon, quand elle veut. Voilà, arrive tout doucement. Donc, si je vais voir mes disques, ce qui sera important de voir au niveau des caractéristiques, c'est qu'ici, maintenant, on a un server-side encryption with CMK. Vous vous rappelez sur le slide, je vous ai dit, hein, c'est un Customer Management Key. Donc, c'est bien la preuve qu'il va utiliser notre clé de chiffrement pour les disques. Donc, si je vais voir au niveau des disques en eux-mêmes, au niveau de l'encryption, on voit également que là, j'utilise bien, qu'il est bien lié à mon disk encryption set VM01 que j'avais utilisé ici, hein, que je vous ai montré ici. Donc ça, c'est une chose pour le chiffrement des disques. Alors, c'est une méthodologie. On a une autre méthodologie, c'est d'utiliser le BitLocker. En fait, là, on va utiliser l'OS
pour faire le chiffrement des disques. L'avantage qu'a cette méthode-là, c'est que le BitLocker, lui, il va envoyer les informations déjà cryptées au système de stockage. Dans la méthode précédente, les informations envoyées par la VM seront en clair. Donc, bien que Microsoft dise que ces informations, enfin que cette communication est hautement sécurisée, ben, elle reste en clair. Donc, quelqu'un qui arrive à déchiffrer les informations ici aura les informations en clair. Ce qui ne sera pas le cas dans le BitLogger, puisque ces informations vont être cryptées par l'OS et envoyées au système de stockage. L'autre avantage de cette méthode-là, c'est que les informations qui sont écrites sur les disques temporaires du host de la VM ou du cache sur le host vont être cryptées et elles vont utiliser également nos clés, ce qui n'est pas le cas dans l'autre méthode. Dans l'autre méthode, les données qui sont écrites sur les disques temporaires sont en clair et dans le cache également. Donc, comment ça se passe? Je vais revenir sur mon portail. J'ai une autre machine ici que je vais ouvrir également. Celle-là est un peu plus rapide, merci. Les disques, alors celle-là, je l'ai juste déployée précédemment. On voit que la méthode de cryptage, c'est SSE WISPMK, donc le Platform Management Key. Donc ça veut dire que c'est Microsoft qui prend en charge par défaut le cryptage des informations sur les disques. Par contre, nous, on va dire, ben, on veut pas ça, on veut que le BitLocker prenne ça en charge. Donc, ce qu'on va faire, on va pouvoir le faire, mais uniquement par code. Donc là, j'ai préparé déjà un script qui nous permet, donc je vais initialiser mes variables en disant sur quel tenant je vais, sur quel abonnement je vais, sur quelle ressource groupe, quel key vault je veux utiliser, quelle clé je veux utiliser et quel VM je veux je veux utiliser le BitLocker comme mode de cryptage. Donc, je vais déjà lancer ça pour me connecter à mon Azure. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais récupérer dans un premier temps les informations sur mon key vault et sur ma clé. Voilà, et je vais maintenant envoyer l'instruction à ma VM comme quoi je veux mettre une extension qui est en fait le cryptage par le BitLocker. Donc ça, je vais l'envoyer. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer l'extension et il va aussi rebooter la machine pour le rendre actif. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, je vous ai parlé aussi du monitoring qui est une bonne pratique à mettre en place. Donc, si j'arrive à retourner sur mon portail, voilà. Donc, au niveau de mon key vault, ce qui est, je vous ai dit, ce qui est préconisé aussi, c'est conseillé aussi, c'est de mettre ce monitoring en place. Donc, tout ça, ça se passe dans le diagnostic settings. Et ce qu'on va mettre en place, en fait, un diagnostic settings. Alors là, je l'ai déjà préparé et on va voir les caractéristiques qu'il a. Donc, va sélectionner le type d'audit qu'on veut faire. Moi, c'est toujours bien d'avoir trop d'informations que trop peu. Et on va utiliser un log Analytics Workspace pour pouvoir analyser ces données. Donc, il va d'abord les stocker dans ce workspace et ça va nous permettre de nous donner les outils pour les analyser. Ensuite, on va pouvoir, bon, c'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé aussi de les stocker dans un Azure Storage Account pour pouvoir garder un historique plus long ou alors charger ces informations dans un outil externe pour pouvoir les analyser de façon plus finement ou plus facilement qu'avec le Analytic Workspace. Une fois qu'on a fait ça, ce que j'ai mis en place, par exemple, c'est un workbook où on va définir certains types d'informations qu'on veut monitorer. Par exemple, là, j'ai mis les types d'accès qui sont réalisés sur mon key vault, combien de fois ça s'est passé, et aussi savoir quand est-ce qu'il est utilisé, et aussi qui l'a utilisé, ce qui peut savoir, je monitore les IP adresses qui accèdent à mon key vault et les utilisateurs qui accèdent à mon key vault.
Donc, ça permet aussi de vérifier que notre key vault n'a pas, il n'y a pas d'abus et de savoir aussi quelles sont les fréquences d'utilisation, etc. Avoir un œil là-dessus. Si je retourne sur mon script, on va voir, ben, il a terminé, tout semble OK puisque success status, il est à true et status code est à OK. Donc apparemment tout s'est bien passé. On va aller voir la VM. Vous vous rappelez ici qu'on avait donc SSE with PMK qui est le défaut. Maintenant, si je fais un refresh de ma VM, on s'aperçoit qu'il a changé en fait le, le- le type d'encryption. Il a toujours SSE with PMK, puisque finalement, sur le stockage en lui-même, le chiffrage de Microsoft de façon standard s'applique toujours, mais par contre, on a en plus la ADE qui veut dire Azure Disk Encryption, qui est en fait l'encryption par le BitLocker, en plus du PMK. Voilà. Donc, si je reviens à ma démo, est-ce que vous voyez? Il montre toujours l'autre. Vous voyez les slides là ou parce que c'est juste chez moi? Non. Oui. Ouais, ton écran. Hein. Ouais. Ouais, ok. C'est bon, j'ai compris ce qui se passait. Voilà. Euh, Donc ça, c'était pour le BitLocker. L'avantage qu'il y a, je vous ai dit, c'est qu'avec on utilise aussi nos clés pour les disques temporaires et les caches sur la machine. Alors Microsoft, pour pallier ce problème-là, a mis en place une autre option qui est en supplément de la version 1 que je vous ai montré tout au début pour le chiffrage des disques. Ils ont mis un encryption at host qui permet de pallier à ce problème de chiffrement sur les disques temporaires et sur le cache. Par contre, dans ce cas-là, ils ne vont pas utiliser nos clés, ils vont utiliser leurs clés à eux. Donc, par contre, cette option n'est pas disponible par défaut sur les abonnements. Va falloir l'activer de façon manuelle. On va utiliser également le keyvault pour un élément essentiel qu'on utilise systématiquement dans un environnement Azure, c'est le storage account qui vous permet de stocker des informations. Et on va, dans ce cas-là, ce qu'on va mettre, on va mettre une manage identity qui va nous permettre d'accéder au key vault et on va dire au Azure Storage Account d'utiliser cette identity pour aller rechercher les clés de chiffrage. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant au niveau du portail. Si je recherche là, j'ai des manage identity. C'est ce que j'ai mis en place. Je vais refermer un peu certains onglets, comme ça, ce sera plus clair. Voilà, mon manage identity. Oui, il est déjà là. Donc, qu'est-ce que j'ai comme manage identity? J'en ai créé une qui a, en fait, si je regarde les rôles qu'elle a, on va s'apercevoir que je lui ai donné les rôles Key Vault Crypto Service Encryption User sur mon Key Vault. Donc, c'est qui lui permettra d'accéder à mes clés de cryptage. Si je regarde les ressources associées, puisque j'ai déjà préparé ça aussi à l'avance, donc pas que ça dure trop de temps, c'est que j'ai un storage account qui est lié à ce manage identity. Si je vais voir maintenant au niveau du Christophe, storage. pardon, ton micro a fait un petit saut, Ouais, on a mal compris les 10 dernières secondes. ok. Oui, et donc je disais que en fait, au niveau des rôles, j'ai donné les droits Key Vault Crypto Service Encryption User sur mon Key Vault et j'ai aussi associé mon storage account à ce Managed Identity. Si je vais voir au niveau de mon storage account, qui est celui-ci, au niveau des settings, alors non, c'est pas les settings, pardon.
C'est au niveau du sécurité encryption, c'est mes yeux qui ne voient pas bien. J'ai effectivement, après, on définit la clé qu'on va utiliser pour le chiffrement de notre Azure Key Vault. Alors là, plusieurs possibilités aussi, mais par contre, ça se fait à la création. Il va falloir choisir quels éléments on veut crypter au niveau au niveau de notre storage account. On peut crypter seulement les blobs ou les files ou les tables ou les queues. On peut choisir en fait ce qu'on veut crypter. On peut tout crypter comme je l'ai fait ici et on va lui dire ben, tu vas pas utiliser les clés Microsoft, mais tu vas utiliser les nôtres. Et donc, on va lui demander, on va lui dire quelle clé on veut utiliser, quelle version aussi, hein, puisqu'il y a toujours des versions au niveau des clés, et quel user assign identity on veut utiliser pour accéder au Key Vault, pour avoir accès à cette clé. C'est comme ça qu'on définit le chiffrement au niveau avec nos propres clés sur un storage account. Au niveau... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc ça, c'était pour le storage account. On peut faire la même chose au niveau d'un SQL Managed Instance, par exemple pour utiliser un TDE, Transparent Data Encryption. Donc, par défaut, une SQL Managed Instance utilise le TDE, mais utilise les clés de Microsoft, hein. Donc là, toujours pareil, si on veut être maître de nos clés et puis être sûr que personne d'autre n'y accède, mettre un Key Vault en place avec nos propres clés. Et dans ce cas-là, toujours, on a la possibilité, pardon, de, euh, de lier notre SQL Manage Instance, soit on lui définit directement la ressource qui a accès au Key Vault, c'est toujours possible, mais il est fortement conseillé d'utiliser un Manage Identity comme je l'ai fait le, pour le storage account. Donc comment ça se passe? Si j'ouvre mon SQL Manage Instance à ce niveau-là, donc, on a aussi l'option Transparent Data Encryption. Et pour l'instant, utilise le Service Manage Key. Donc là, je dis par défaut, c'est Microsoft qui s'en occupe. Donc, on a une option pour gérer notre propre clé et choisir nos propres clés de chiffrement, hein. Donc là, simplement, ben, on va utiliser, dans ce cas-là, moi j'ai utilisé un Key Vault, je n'ai pas utilisé un Manage pour des questions budgétaires. J'ai mon Key Vault. Donc, c'est toujours le même que j'utilise. Je vais choisir ma clé. Je vais créer une clé spécifique juste pour mon SQL Manage Instance. Je vais lui choisir la version et puis j'applique le chiffrage. Je ne vais pas le faire, sinon ça va faire. Alors, ce que je vous disais aussi au niveau des identities, pour l'instant, si oui, OK. Au niveau des identities, pour l'instant, j'utilise le System Assigned Service principal. Donc, c'est à cette ressource-là que j'ai donné l'accès à mon Key Vault. Mais il est fortement conseillé, comme je l'ai fait pour le service Storage Account, d'ajouter donc un Managed Identity. Donc là, j'en ai déjà créé une. Donc, il suffit de choisir où on en crée une identité managée spécifique pour ça. Pour donner l'accès au Key Vault à la place de la ressource en elle-même. Voilà, ben, j'ai fait un peu le tour.